Le quatuor à cordes s'est arrêté net au milieu d'une mesure. Mon père, Charles, a tapoté sa coupe de champagne, imposant le silence aux 100 invités réunis dans les jardins à la française impeccable du domaine familial. Je m'attendais à un toast, peut-être même à une reconnaissance réticente de ma récente promotion. Au lieu de cela, il m'a tendu un lourd dossier en cuir. Ce n'était pas un cadeau. Je l'ai ouvert pour y trouver un seul document détaillé. Une facture, 248 000 €. Logement, nourriture et désagréments, a-t-il annoncé, sa voix portant jusqu'au dernier rang. Tu as été un mauvais investissement, Camille. Considère ceci comme une limitation des pertes. Le silence qui a suivi n'était pas paisible, il était suffocant. Avant d'aller plus loin, laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez cette histoire, je veux voir jusqu'où elle résonne. Ma mère, Catherine, n'a pas eu le souffle coupé. Elle ne s'est pas précipitée pour arracher la facture des mains de mon père ni pour s'excuser auprès des invités de ce théâtre cruel. Elle a simplement lissé le devant de sa robe en soie, a pris le micro des mains de Charles et l'a tendu à ma sœur, Chloé. Ce transfert de pouvoir m'a tout dit. Chloé s'est avancée, créant une dissonance visuelle impossible à ignorer. Elle portait une robe de créateur bustier qui scintillait sous les lumières du jardin, une tenue qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. Ses cheveux étaient coiffés par un professionnel, sa peau rayonnait d'une récente journée au spa. Moi, en revanche, j'étais encore dans mon tailleur pantalon de travail, étant venu directement de la salle des serveurs à la Défense pour arriver à l'heure. Le contraste n'était pas accidentel, c'était une déclaration. Elle était l'investissement, j'étais la dépense. Les clés, Camille, a dit Chloé, sa voix amplifiée par les haut-parleurs. Elle ne l'a pas chuchoté, elle l'a joué comme une actrice. Elle a tendu une main manucurée, paume vers le haut, attendant. Papa a transféré la carte grise au gagnant de la famille ce matin. Tu sais, quelqu'un qui apprécie vraiment l'image de marque. J'ai regardé sa main, puis la clé de voiture dans la mienne. Ce n'était pas un véhicule de luxe. C'était une berline vieille de 5 ans que j'utilisais pour faire la navette vers Paris pour aller au travail qui payait mon propre loyer et mes charges. Mais techniquement, le nom de Charles était toujours sur la carte grise depuis mes 21 ans. Je n'avais pas pensé à le changer parce que je pensais que nous étions une famille. Je pensais que la propriété était une formalité, pas une arme. J'ai placé la clé dans sa paume. Le métal semblait froid, mais le sourire de Chloé l'était encore plus. Elle a refermé ses doigts dessus comme si elle écrasait un insecte. Finalement, elle a soufflé dans le micro, un son mi-rire, mi-soupir, quelqu'un devait bien sortir les poubelles. Mais il n'avait pas fini. Le démantèlement de ma vie personnelle n'était que le premier acte. Charles a fait un geste vers le fond de la foule, invitant quelqu'un à avancer. J'ai eu l'estomac noué en voyant Laurent, mon chef de service, entrer dans le cercle de lumière. Laurent était un homme faible, le genre de cadre moyen qui survivait en étant d'accord avec quiconque avait le plus d'argent dans la pièce. Il a regardé ses chaussures, puis Charles, puis finalement moi. Il avait l'air terrifié, mais il avait aussi l'air obéissant. Laurent, a dit Charles, sa voix résonnant d'une fausse convivialité, pourquoi ne pas partager la nouvelle ? Nous croyons en la transparence ici. Laurent s'est raclé la gorge. Il n'a pas pris le micro, il n'en avait pas besoin, le silence dans le jardin était absolu. Camille, a-t-il dit, la voix brisée, sur la base des références de moralité fournies par vos parents cette semaine et des responsabilités financières qu'ils ont soulignées, l'entreprise estime que vous êtes un risque pour la sécurité. Il a fait une pause, déglutissant difficilement. Vous êtes licencié à compter de lundi. S'il vous plaît, ne venez pas au bureau. Nous vous enverrons vos effets personnels. L'air a quitté mes poumons. Ce n'était pas juste un mauvais anniversaire. Ce n'était pas une dispute familiale. C'était une démolition stratégique calculée de mon existence. Ils n'avaient pas juste décidé de cesser de m'aimer, ils avaient décidé de m'effacer. Ils me voulaient au chômage, immobile et endetté. Ils voulaient que je n'ai rien pour que je sois obligé de ramper vers eux pour tout. J'ai regardé autour du jardin. Les invités étaient des statues dans des costumes coûteux. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Ils assistaient à une exécution sociale, et ils étaient trop polis ou peut-être trop fascinés pour intervenir.
Je me tenais seule sur l'herbe parfaitement tondue, la facture lourde dans mon sac, l'espace où se trouvait ma clé de voiture brûlant dans ma poche. J'ai regardé Charles, qui rayonnait. J'ai regardé Catherine, qui examinait ses ongles. J'ai regardé Chloé, qui faisait tourner mon trousseau de clés sur son doigt. Et à ce moment-là, le choc s'est fracturé. Il ne s'est pas brisé en tristesse. Il s'est brisé en quelque chose de beaucoup plus dur, beaucoup plus tranchant. Il s'est brisé en clarté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne leur ai pas donné la satisfaction d'une scène. L'émotion n'est qu'une donnée erronée dans un audit. Je l'ai supprimée. J'ai regardé Charles droit dans les yeux, puis j'ai placé le dossier en cuir dans mon sac fourre-tout. Je me suis retournée et suis sortie du jardin sans prononcer une seule syllabe. Le gravier crissait sous mes chaussures confortables, le seul son dans ce silence suffocant. Le chemin du retour faisait 5 kilomètres. Ça m'a donné le temps de réfléchir. Ça m'a donné le temps de sentir les ampoules se former sur mes talons et la froide réalité s'installer dans ma poitrine. Le temps que je déverrouille la porte de mon appartement, le soleil s'était couché et l'air à l'intérieur sentait le café rassis et le choc. Je n'ai pas allumé les lumières. Je n'avais pas besoin de voir l'espace vide pour savoir à quel point j'étais seule. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne suis pas allée sur un site d'offres d'emploi. Je n'ai pas mis à jour mon CV. J'ai ouvert un terminal de commande. L'écran noir et le curseur vert clignotant étaient les seules choses qui semblaient honnêtes. Je suis analyste en cybersécurité. Mon travail consiste à trouver des vulnérabilités, à tracer des brèches, à comprendre comment les systèmes échouent. Et ma famille était un système défaillant. Alors que je tapais les lignes de commande, initialisant les protocoles de recherche que je réservais habituellement aux audits d'entreprise, je me suis laissé penser à la facture. 248 000 €. C'était un chiffre stupéfiant, précis et cruel. Mais en fixant le curseur clignotant, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas juste une facture. C'était un aveu. Voyez-vous, l'amour sain n'est pas un livre de comptes. Vous ne suivez pas le coût des couches ou le prix de la cantine scolaire à moins de considérer votre enfant comme un actif non performant. C'est le piège de l'amour transactionnel. Les parents narcissiques n'élèvent pas des enfants, ils font des investissements. Et quand l'investissement ne rapporte pas le rendement qu'ils souhaitent, quand l'enfant ne se marie pas richement ou ne devient pas célèbre pour refléter leur propre gloire, ils liquident. Ils limitent leurs pertes. La facture ne concernait pas l'argent. Elle concernait la propriété. Il me disait que mon existence avait une étiquette de prix. Et puisque je ne payais pas de dividendes en statut social, j'étais endettée. Il voulait saisir ma vie. J'ai pensé aux fois où j'avais payé les factures d'électricité du manoir pour que le courant ne soit pas coupé avant une fête, transférant discrètement des fonds de mes économies pendant que Chloé se faisait refaire le nez parce que la confiance en soi est la clé. J'ai pensé aux années passées à réparer leur réseau, à sécuriser leurs comptes, à nettoyer leurs dégâts numériques, sans jamais demander un centime. J'ai réalisé alors qu'ils ne me détestaient pas parce que j'étais un échec. Ils me détestaient parce que j'étais compétente. Ils me détestaient parce que je n'avais pas besoin d'eux. Et pour des gens comme Charles et Catherine, l'indépendance est l'insulte ultime. Le code sur mon écran a cessé de défiler. La recherche était terminée. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert le premier fichier. C'était un relevé bancaire, mais ce n'était pas le mien. C'était le leur. Et les chiffres ne collaient pas. Le silence dans mon appartement était lourd, mais mon téléphone hurlait. Il vibrait contre la surface du bureau comme un insecte piégé, bourdonnant des retombées de leur petite performance au jardin. Je ne l'ai pas décroché. J'ai juste regardé les notifications défiler sur l'écran verrouillé, cataloguant les données. D'abord est venue la manipulation psychologique. Un SMS de Catherine, nous voulions juste que tu vois la réalité, Camille. Parfois, l'amour ressemble à une leçon difficile. Appelle-nous quand tu seras prête à grandir. Puis est venue la performance artistique, une notification d'Instagram. Chloé avait posté une photo. C'était un selfie à la place du conducteur de ma berline, sa nouvelle voiture. Elle faisait la moue, l'éclairage parfaitement ajusté pour capter le reflet d'une larme que je savais qu'elle avait invoquée sur commande.
La légende disait, si triste quand la famille devient toxique. Parfois, il faut couper les ponts pour protéger sa paix intérieure. #guérison #limite. Enfin, la menace. Un email de Charles. Objet, échéancier de remboursement. Le corps de l'email était bref: si tu ne mets pas en place un plan de paiement pour les 248 000 € d'ici vendredi, nous engagerons des poursuites judiciaires pour vol de service. Ne me teste pas. Il s'attendait à ce que je lise ça à travers un voile de larmes. Il s'attendait à ce que je tape des paragraphes d'excuses frénétiques, implorant le pardon, promettant de payer tout ce qu'il demandait juste pour être réadmis au bercail. Ils pariaient sur la version de moi qu'ils avaient construite dans leur tête. La fille faible et dépendante qui avait besoin de leur validation pour respirer. Mais ils avaient oublié ce que je fais réellement dans la vie. Je ne gère pas le drame. Je gère l'évaluation et l'atténuation des menaces. J'ai balayé les notifications, les archivant dans un dossier sécurisé. Je ne les ai pas bloquées. On ne bloque jamais une source de renseignement. On coupe juste le bruit. Je me suis retourné vers mon ordinateur portable. La recherche forensique sur leurs finances tournait en arrière-plan. Une barre de progression avançant vers la fin. Pendant que ça cuisait, j'avais un autre feu à éteindre. Ma carrière. Laurent, mon ancien patron, était un maillon faible dans la chaîne de l'entreprise. Il m'avait licencié sur la base de rumeurs pour impressionner un homme en smoking, ce qui est une erreur tactique. Je n'ai pas appelé Laurent. On ne négocie pas avec un compromis. On le contourne. J'ai ouvert ma liste de contacts sécurisés et j'ai trouvé la ligne directe de la directrice régionale. L'année dernière, quand une attaque de ransomware avait menacé de crypter toute la base de données européenne, c'est moi qui avais trouvé la brèche. C'est moi qui étais resté éveillé 72 heures d'affilée pour corriger la vulnérabilité pendant que Laurent coordonnait depuis un terrain de golf. Elle connaissait mon nom. Elle connaissait ma valeur. J'ai composé le numéro. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Camille. Sa voix était vive. Surprise. Il est tard. Le serveur est en panne? Le réseau est sécurisé, ai-je dit, gardant ma voix plate et professionnelle. Mais mon statut d'emploi ne l'est pas. Je devais vous informer qu'il y a 2 heures, j'ai été licencié par Laurent. Licencié? Pour quel motif? Il a assisté à une fête privée organisée par mes parents. Sur la base d'un litige personnel concernant des finances familiales, il a décidé que j'étais un risque pour la sécurité. Il n'y avait aucune présence des RH, aucune évaluation de performance, aucun entretien de départ, juste un renvoi public devant une centaine de mondains. Il y a eu un silence au bout du fil. C'était le silence d'une femme qui comprend la responsabilité juridique. Il a licencié une analyste principale lors d'un cocktail sur la base de commérage personnel? Oui. J'appelle pour clarifier si c'est le nouveau protocole de l'entreprise pour la gestion du personnel, car si c'est le cas, je dois savoir où envoyer mon badge. Donnez-moi 5 minutes, a-t-elle dit. La ligne a coupé. Je n'ai pas fixé le téléphone. Je suis allé à la cuisine et j'ai fait une cafetière. J'ai versé une tasse de café noir et suis retourné au bureau. 4 minutes et 30 secondes plus tard, mon email personnel a sonné. C'était une notification automatisée du système de l'entreprise. Accès rétabli. Puis un deuxième email, cette fois de la directrice régionale. Laurent a été mis en mise à pied conservatoire immédiate en attendant une enquête formelle pour faute professionnelle grave. Votre licenciement est annulé. Vous êtes réintégré avec effet immédiat avec un ajustement de rétention de 10% sur votre salaire pour l'erreur administrative. Prenez votre lundi. On se parle mardi. J'ai pris une gorgée de café. Il était amer, mais il avait le goût de la victoire. Le premier pilier de leur contrôle venait de s'effondrer. Ils pensaient m'avoir dépouillé de mes moyens de subsistance, me laissant démuni et désespéré. Au lieu de cela, ils venaient de me donner une augmentation et d'éliminer le seul manager incompétent qui se dressait sur mon chemin. J'ai regardé à nouveau la fenêtre du terminal. La barre de progression affichait 100%. Les données de l'historique financier de mes parents étaient prêtes. J'ai fait craquer mes jointures et je me suis penché.
S'il pensait que perdre mon travail allait me briser, il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer quand je regarderais à l'intérieur de leur compte bancaire. Le tableur sur mon écran était une carte de la décadence morale. Je ne regardais pas le budget d'une famille. Je regardais une scène de crime. J'ai commencé par la voiture, la berline que Chloé avait si joyeusement récupérée dans le jardin. Charles avait prétendu avoir transféré la carte grise parce qu'il la possédait. Il avait menti. J'ai tracé le numéro de série via le fichier des immatriculations et je l'ai croisé avec les relevés bancaires que je venais de décrypter. L'achat initial ne provenait pas du compte personnel de Charles. Il provenait d'un compte se terminant par 4092. J'ai interrogé l'origine du compte. C'était un fonds, le fonds Éléonore. Ma grand-mère était décédée il y a 10 ans, et on m'avait dit qu'elle n'avait laissé que de vieux bijoux. Mais il était là, un fonds de dotation établi à mon nom, censé arriver à maturité à mes 21 ans. Le solde aurait dû être substantiel. Il était à 0. Charles n'avait pas acheté cette voiture pour moi par bonté de cœur. Il l'avait achetée avec mon argent, avait mis son nom sur la carte grise, et me l'avait ensuite prêtée pour que je sois reconnaissante. Et maintenant, il avait donné ma propriété volée à Chloé comme récompense pour sa loyauté. Mais ce n'était que du petit larcin. La véritable anomalie se trouvait dans le dossier des investissements. Mes parents avaient toujours posé comme des investisseurs avisés, gérant des portefeuilles pour les membres de la famille qui n'étaient pas à l'aise avec la finance. J'ai sorti les dossiers de l'oncle Philippe et de la tante Isabelle. C'étaient de bonnes personnes, des gens confiants. Ils transféraient 5 000 € par mois à Charles pour un fonds technologique à haut rendement depuis 5 ans. J'ai suivi la trace de l'argent. Les virements arrivaient sur le compte de holding de Charles, y restaient 24 heures, puis étaient virés ailleurs. Pas vers un fonds technologique, pas vers un marché boursier. Ils étaient virés vers un compte étiqueté SCICC Lifestyle. Chloé et Charles. J'ai cliqué sur les détails de la SCI. C'était une société écran utilisée pour payer des cartes de crédit, louer des véhicules de luxe et financer des voyages d'influenceurs à Dubaï et Mykonos. L'oncle Philippe n'investissait pas dans l'avenir. Il finançait la garde-robe de Chloé. Je me suis adossée à mon siège, la lueur de l'écran illuminant l'appartement sombre. Cela changeait tout. Ce n'était pas juste une mauvaise éducation parentale. C'était un crime passible de prison. Mais la preuve la plus accablante n'était pas l'argent lui-même. C'étaient les signatures. Sur chaque bordereau de retrait de la société écran, juste à côté du gribouillage anguleux de Charles, il y avait une signature plus bouclée et exercée. Chloé. Cela nous amène à la dette du complice. Voyez-vous, l'enfant roi plaide souvent l'ignorance. Ils prétendent être juste les bénéficiaires passifs de la générosité des parents. Ils disent, je ne savais pas d'où venait l'argent. Je l'ai juste dépensé. C'est un mensonge commode. Mais l'ignorance volontaire n'est pas l'innocence. C'est une stratégie. Chloé n'était pas juste une spectatrice. Les journaux numériques prouvaient qu'elle était complice, autorisant le vol de l'argent de notre tante et de notre oncle pour financer son train de vie. J'ai sauvegardé les fichiers sur un disque crypté. La facture qu'il m'avait tendue était du théâtre, mais ces données étaient une assignation à comparaître. J'ai joint un seul PDF nommé « Famille sous serment » à un email adressé à mes parents, à Chloé et aux victimes, l'oncle Philippe et la tante Isabelle. Aucun message n'était nécessaire. J'ai appuyé sur envoyer puis j'ai immédiatement déconnecté mon téléphone et mon routeur. Le silence terrifie les narcissiques. En refusant de m'engager, je les privais de la réaction qu'ils désiraient ardemment. J'ai dormi profondément pendant qu'ils paniquaient. Quand je me suis reconnecté le lendemain matin, mon téléphone a été inondé de menaces, mais un message vocal sortait du lot. C'était l'oncle Philippe. Au lieu de la colère, il semblait soulagé. « Tu n'as pas détruit la famille, Camille », a-t-il dit. « Tu as juste allumé la lumière. J'appelle mon avocat. » Quelques jours plus tard, mon père a martelé ma porte. Il avait l'air brisé, me suppliant de retirer l'email pour le sauver de la prison. « Nous l'avons fait pour l'héritage familial », a-t-il plaidé. « Tu ne m'as pas donné un héritage », ai-je répondu à travers l'entrebâilleur. « Tu m'as donné une facture. »
J'ai glissé une feuille de papier par la fente, les articles du code pénal concernant l'escroquerie et l'abus de confiance. Tu voulais m'apprendre le coup de la vie, ai-je dit. Voici le coup du mensonge. J'ai fermé la porte et verrouillé le pen dormant. L'effondrement a été rapide. Le domaine a été saisi pour payer les dédommagements. Chloé a perdu ses sponsors et ses followers, la forçant à prendre un emploi de vendeuse en prêt-à-porter. 2 semaines plus tard, j'étais assise à mon bureau. La guerre était finie. J'ai fait un clic droit sur le dossier d'audit familial contenant toutes les preuves et j'ai appuyé sur supprimer. Pendant 26 ans, j'avais porté une dette qui n'était pas la mienne. Maintenant, le compte était clôturé. J'ai regardé par la fenêtre, enfin libre. Zéro dette.